Je m'appelle Victor. Et si vous avez aussi plus de 50 ans, je veux vous dire quelque chose maintenant et quelque chose que la plupart des gens dans ce monde n'auront jamais le courage de dire à voix haute. J'ai passé la meilleure partie de 6 décennies à acquérir des choses. À étudier les marchés, à étudier les gens, à comprendre comment le capital se déplace dans le monde. Et je peux vous dire, avec le type de certitude qui ne vient que d'avoir vécu assez longtemps pour voir l'arc complet d'une vie se dérouler, pas seulement la mienne, mais la vie de dizaines de personnes qui ont construit une richesse extraordinaire, que le mythe le plus dangereux qui circule dans notre génération est celui-ci, que le succès financier, s'il est poursuivi avec suffisamment de discipline et de sacrifice, finira par produire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il ne le fera pas. Et je ne dis pas cela pour être provocateur. Je le dis parce que je me suis assis en face d'hommes et de femmes dans la soixantaine et la soixante-dizaine, des personnes brillantes, disciplinées, des personnes qui avaient fait tout correctement selon tout critère financier conventionnel, et j'ai regardé la compréhension s'installer dans leurs yeux comme de l'eau froide. Les portefeuilles étaient réels. Les propriétés étaient réelles. Le patrimoine net était absolument réel. Mais la vie? La texture réelle, le sens et la chaleur de la vie? Cela avait été silencieusement négocié, une affaire prioritaire à la fois, un moment manqué à la fois, sur 30 ou 40 ans d'une concentration implacable, intelligente et complètement mal orientée. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Pas de la mécanique de la création de richesse, vous avez probablement passé des décennies à la maîtriser. Je veux parler de ce qui se passe après l'arrivée de la richesse. De ce à quoi ressemble vraiment le tableau de bord à 60, 65, 70 ans. Et plus important encore, je veux parler des réalités spécifiques et concrètes qui séparent les personnes de notre génération qui sont genuinement, profondément et silencieusement en paix de celles qui sont entourées de preuves de succès et hantées par un vide qu'elles ne peuvent pas nommer. Parce que voici la vérité qu'aucun conseiller en gestion de patrimoine ne vous dira, et qu'aucun séminaire de planification de retraite ne mettra sur une diapositive, l'argent n'est pas la destination. Il ne l'a jamais été. L'argent est un outil. Un outil extraordinairement puissant, l'un des plus puissants que la civilisation humaine ait jamais produit. Mais un outil n'a de valeur qu'en fonction de la clarté avec laquelle vous comprenez ce que vous essayez de construire. Et pour la plupart d'entre nous, pendant la majeure partie de nos décennies productives, nous étions si absorbés à affûter l'outil que nous ne nous sommes jamais arrêtés pour interroger sérieusement les plans. Laissez-moi vous ramener à quelque chose que j'ai observé pendant de nombreuses années en regardant des vies réussies et discrètement ratées se dérouler. Dans vos 20 et 30 ans, et pour beaucoup d'entre nous qui avons plus de 50 ans, c'est maintenant une époque lointaine, mais essayez de vous rappeler la sensation, et dans ces années-là, l'argent était un substitut à tout. C'était la preuve de l'intelligence. C'était la preuve de la capacité. C'était la réponse à l'anxiété qui se trouvait juste sous la surface de chaque personne ambitieuse, ce bourdonnement sourd de ne jamais être assez qui nous sortait du lit avant le réveil et nous maintenait à nos bureaux bien après que tout le monde était parti. Nous croyions, genuinement et profondément, qu'une fois atteint un certain nombre d'un certain niveau de sécurité financière, une certaine taille de portefeuille, un certain revenu annuel, l'anxiété se dissoudrait. L'agitation se tairait. Le sentiment d'être enfin arrivé atterrirait finalement, de façon permanente. Cela ne fonctionne pas ainsi. Je n'ai jamais rencontré une seule personne pour qui cela a fonctionné de cette façon. Pas une. Ce qui se passe à la place, c'est ceci: chaque étape financière que vous atteignez recalibre simplement votre définition du suffisant. Vous vouliez posséder votre premier bien immobilier, et puis vous l'avez eu, et en 6 mois vous pensiez déjà au suivant. Vous vouliez construire votre premier million, et puis vous l'avez construit, et en 1 an la conversation s'était entièrement déplacée vers le niveau suivant. En France, cette dynamique a une saveur particulière parce que ceux d'entre nous qui ont traversé les années de forte inflation des années 70 et 80, qui ont regardé la fiscalité croissante éroder silencieusement des décennies de travail acharné, qui ont navigué à travers les réformes successives d'un système de retraite par répartition de plus en plus incertain, ces personnes ont été marquées au fer rouge avec une anxiété d'accumulation qui va bien au-delà du normal. Construire un patrimoine dans ce contexte n'était pas seulement de l'ambition. C'était de la survie. Et ce réflexe de survie n'a jamais été complètement désactivé, même après que le danger immédiat était passé. Le tapis roulant hédonique, et ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme psychologique bien documenté et fonctionne en parfaite synchronisation avec votre avancement financier. Vous ne pouvez jamais le distancer en courant plus vite. La seule issue est de faire un pas de côté. Et faire ce pas de côté demande un type de courage différent du courage qui a construit votre vie financière. Parce que le courage qui a construit votre vie financière était, en son cœur, le courage de l'acquisition.
Le courage de prendre des risques, de se pousser davantage, d'endurer l'inconfort au service d'un retour futur. C'est un type particulier de courage, et si vous êtes dans cette conversation, vous l'avez presque certainement démontré. Mais le courage nécessaire pour faire un pas de côté, le courage d'évaluer honnêtement ce que votre vie a coûté au-delà de son bilan financier, de regarder clairement les relations qui ont été négligées pendant que vous construisiez, de vous asseoir avec l'inconfort de cette évaluation honnête sans immédiatement la convertir en un nouveau plan d'action, c'est un courage entièrement différent. Et dans mon expérience, c'est un courage que beaucoup moins de personnes développent. Non pas parce qu'elles sont moins capables, mais parce que personne ne l'enseigne jamais. Il n'est pas encouragé par la culture autour de nous. Il n'est mesuré par aucune métrique externe que nous avons été formés à valoriser. Voici ce que je veux que vous compreniez sur la mécanique de la confiance, parce que c'est l'un des concepts financiers les plus sous-estimés que j'ai jamais rencontrés, et je le dis avec un sérieux absolu. La confiance se capitalise. Je veux que vous laissiez cela s'installer un moment, parce que si vous avez passé votre carrière dans la finance ou les affaires, vous comprenez la capitalisation à un niveau moléculaire. Vous comprenez que la magie des intérêts composés n'est pas les rendements eux-mêmes, c'est le temps. C'est la patience de permettre au mécanisme de fonctionner sans interférence. De petits apports réguliers, sur une période suffisamment longue, produisent des résultats qui sont structurellement impossibles à atteindre de toute autre manière. La confiance fonctionne exactement de la même façon. Chaque interaction dans laquelle vous démontrez votre fiabilité, dans laquelle vous sacrifiez un avantage personnel à court terme en faveur du respect de votre parole, dans laquelle vous absorbez un coût pour protéger la confiance de quelqu'un en vous, chacune de ces interactions est un dépôt dans un compte à intérêt composé. Et tout comme la capitalisation financière, les retours sont invisibles pendant longtemps. Vous ne les ressentez pas la première année. Vous les ressentez à peine la 3e. Mais quelque part vers la 10e année, la 15e, la 20e, vous regardez autour de vous et vous réalisez que la qualité des personnes dans votre camp, la profondeur du réseau qui s'est formé organiquement autour de vous, le nombre de personnes qui perturberaient genuinement leur propre vie pour vous aider si vous en aviez besoin, ce capital vaut plus que le portefeuille financier de la plupart des personnes. Et inversement, chaque fois que vous avez roulé sur quelqu'un dans la poursuite d'un accord, chaque fois que vous avez été négligent avec une relation parce que vous avez calculé, consciemment ou inconsciemment, que cette relation valait moins que l'opportunité, chaque fois que vous avez choisi le gain financier à court terme plutôt que le chemin plus lent de la construction de la confiance, ce furent des retraits. Et ils se capitalisent exactement de la même façon que les dépôts, sauf dans la direction opposée. J'ai vu des personnes arriver à leurs 60 ans avec un capital financier extraordinaire et un capital relationnel catastrophiquement épuisé. Et je veux être précis sur ce à quoi cela ressemble, parce que cela ne ressemble pas à la façon dont les gens imaginent que cela ressemblera. Cela ne ressemble pas à un isolement évident ou à la solitude. Cela ressemble à de l'activité frénétique. Cela ressemble à un agenda plein. Cela ressemble à des événements de réseautage et des dîners d'affaires et un téléphone qui sonne constamment avec des personnes qui veulent quelque chose. Ce que cela ne produit pas, c'est de la chaleur. Ce que cela ne produit pas, c'est la qualité spécifique et irremplaçable de quelqu'un qui vous appelle non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'il pensait à vous. C'est une forme de richesse. Et elle ne peut pas être achetée rétroactivement. Elle ne peut être gagnée que lentement, au fil d'années d'investissement intentionnel. Maintenant, je veux parler de quelque chose que je considère comme l'un des cadres les plus importants pour toute personne de notre génération à comprendre, et c'est celui-ci, à 60 ans, le tableau de bord change. Fondamentalement et irrévocablement. Et la tragédie est que la plupart des personnes ne réalisent pas que les règles ont changé jusqu'à ce qu'elles soient bien engagées dans la seconde mi-temps du match, jouant selon l'ancien système de notation, accumulant des points dans des catégories qui ne comptent plus. Quand vous avez la trentaine et la quarantaine, le tableau de bord principal est financier. C'est la productivité. C'est la position sur le marché. Ces métriques sont réelles et elles importent, et je ne diminue pas l'importance de construire une sécurité financière, elle est fondamentale, elle est réelle, et l'anxiété de la véritable précarité financière n'est pas quelque chose que je minimiserai pour quiconque. Mais lorsque vous avez la soixantaine, un ensemble complètement différent de métriques se déplace au centre du tableau. Votre santé. Vos relations. La qualité et la texture du temps qu'il vous reste. Les personnes qui veulent genuinement être dans la même pièce que vous, non pas parce que vous pouvez signer un chèque, mais parce qu'être près de vous signifie quelque chose. Parce que la relation a des racines réelles, une histoire réelle, une vraie chaleur humaine. Et voici ce qu'il est important de comprendre sur ce changement, il ne se produit pas graduellement.
Il ne vous donne pas une longue piste d'atterrissage d'avertissement. Pour beaucoup de personnes, il arrive soudainement et déclenché par un problème de santé, par une perte, par un moment de calme inhabituel dans lequel le bruit de la productivité disparaît et vous regardez autour de vous et faites un bilan honnête de ce qui est réellement là. Et ce qui est ou n'est pas là en ce moment est le résultat de décennies de choix qui semblaient, à l'époque, parfaitement raisonnables. Permettez-moi de parler de la mécanique spécifique de la construction d'une richesse relationnelle, parce que je pense que notre génération a tendance à aborder les relations de la même manière qu'elle a abordé tout le reste intuitivement, réactivement, sans architecture délibérée. Et c'est une erreur. La même discipline qui a construit votre vie financière, appliquée avec la même rigueur à vos relations, produit des rendements composés qui vous importeront beaucoup plus à 75 ans que n'importe quel test d'investissement. Pensez à la façon dont vous gériez votre vie professionnelle à son meilleur. Vous aviez des objectifs. Vous aviez des délais. Vous aviez des points de contrôle. Vous vous demandiez régulièrement si vous étiez sur la bonne voie, et si ce n'était pas le cas, vous ajustiez. Vous étiez stratégique. Vous étiez intentionnel. Vous ne vous contentiez pas d'apparaître et d'espérer que l'entreprise s'organiserait d'elle-même. Maintenant demandez-vous, avez-vous jamais appliqué cette même architecture aux relations qui comptent le plus? Vous êtes-vous jamais assis et avez-vous réfléchi avec la même sérieux à l'endroit où vous vouliez que ces relations soient dans 5 ans, dans 10 ans? Avez-vous identifié les actions spécifiques qui construiraient la confiance et la profondeur avec le temps? Avez-vous planifié les choses qui construisent la connexion, pas seulement celles qui construisent les revenus? La plupart d'entre nous ne l'ont pas fait. Et je m'inclus dans cette comptabilité honnête. Parce que la culture de la haute performance ne récompense pas ce type de réflexion. Elle récompense des résultats mesurables, visibles et rapides. Les relations produisent des rendements qui sont lents, invisibles pendant de longues périodes et impossibles à entrer dans un tableau de bord. Et ainsi elles sont dépriorisées, non pas par malveillance, mais par la simple arithmétique d'une personne occupée essayant d'allouer une attention limitée entre des demandes illimitées. Mais voici la vérité corrective qui change tout si vous la laissez atterrir, vos enfants n'ont pas besoin de votre argent. Ils ont besoin de votre temps, et spécifiquement ils ont besoin de la qualité de votre présence quand vous le donnez. J'ai observé des familles fortunées opérer pendant des décennies, et je peux vous dire avec confiance que celles qui ont une vraie chaleur, une vraie connexion entre les générations et ces familles n'ont pas produit cela grâce à la générosité financière. Elles l'ont produit grâce à une présence cohérente, patiente, parfois inconvenante. En se montrant quand se montrer n'était pas pratique. En traitant la relation comme le véritable investissement et en permettant à tout le reste d'être le bruit. Il y a un calcul que je pense qu'il est important de rendre explicite. L'argent que vous dépensez pour quelqu'un que vous aimez ne s'enregistre pas dans le compte émotionnel de la même façon que le temps. Il ne construit pas la même chose. Un cadeau, aussi généreux soit-il, communique beaucoup de choses: générosité, soin, même amour, mais il ne communique pas la seule chose qu'un être humain à tout âge, à chaque âge, a le plus fondamentalement besoin de ressentir, qu'il vaut le temps irremplaçable et non renouvelable d'une autre personne. Qu'il importe suffisamment pour interrompre le mouvement incessant vers l'avant d'une vie productive. Que quelqu'un a choisi, sans y être obligé, d'être simplement présent avec lui. Ce n'est pas un sentiment doux. C'est une vérité mécanique sur la façon dont les êtres humains enregistrent l'importance. Nous sommes câblés, au niveau neurologique, pour suivre où va l'attention. L'attention est la monnaie du soin. Et vous ne pouvez pas substituer la monnaie financière à la monnaie d'attention sans que le destinataire sache, à un certain niveau, qu'une substitution a été effectuée. Je veux passer du temps sur ce que je considère comme l'un des ensembles de connaissances les plus importants disponibles pour notre génération, et il vient d'une source que la plupart des gens évitent de penser, les regrets spécifiques que les êtres humains articulent lorsqu'ils font face à la fin de la vie. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. Ce sont des données. C'est ce que les gens disent vraiment, de la perspective la plus claire que la plupart d'entre nous auront jamais, quand les performances sociales normales disparaissent et qu'il ne reste que la comptabilité honnête. Le premier et le plus courant des regrets est celui-ci: j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Réfléchissez soigneusement à ce que cela signifie. Cela signifie qu'au fil de décennies de choix, des choix de carrière, des choix financiers, des choix personnels, beaucoup de personnes ont navigué principalement par approbation externe. Par ce qui semblait réussi aux autres. Par les métriques que leur secteur, leur famille, leur monde social disaient être les bonnes à optimiser. Et à la fin, elles regardent en arrière et réalisent qu'elles exécutaient la définition de quelqu'un d'autre d'une bonne vie, pas la leur.
que l'ambition dans laquelle elles ont dépensé tant d'énergie n'était pas, à sa racine, même leur propre ambition. C'était une performance de ce à quoi l'ambition était censée ressembler. Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez le luxe d'avoir des années devant vous, cela vaut la peine d'y réfléchir sérieusement. Non pas comme un jugement, mais comme une invitation. À quoi ressembleraient vos choix si vous optimisiez entièrement pour votre propre évaluation honnête de ce qui compte, pas la version de votre vie qui semble impressionnante de l'extérieur, mais la version qui vous semble vraiment la vôtre de l'intérieur? Le deuxième regret, j'aurais aimé ne pas avoir autant travaillé. Et je veux aborder cela avec soin, parce que j'ai un énorme respect pour la discipline et l'éthique de travail qui définit la plupart des personnes de notre génération. Cette éthique de travail n'est pas le problème. Le problème est une mauvaise allocation de cette énergie extraordinaire vers des choses qui étaient, en rétrospective, moins importantes qu'elles ne le semblaient. Ce n'est pas le travail lui-même que les gens regrettent. C'est le coût d'opportunité du travail, les moments qui n'ont pas été pris, les relations dans lesquelles on n'a pas investi, les expériences qui ont été reportées indéfiniment et sont ensuite devenues impossibles. Le troisième regret est particulièrement important pour les hommes de notre génération, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Nous avons été façonnés par un cadre culturel qui traitait la retenue émotionnelle comme une forme de force. Et dans de nombreux contextes, la retenue est une force, je ne plaide pas pour l'absence de discipline. Mais il y a un mode d'échec spécifique dans cette formation culturelle, qui est que nous avons appris à supprimer non seulement les émotions contre-productives, mais les utiles. Celles qui construisent la connexion. Celles qui disent aux personnes que nous aimons ce que nous ressentons vraiment pour elles. Et le résultat, pour beaucoup d'hommes de notre génération, est une profonde solitude qui est invisible même pour eux-mêmes parce qu'ils ont été si complètement formés à ne pas enregistrer certains signaux qu'ils ne savent plus ce qui leur manque. Si les personnes qui vous sont proches vous ont déjà dit que vous avez du mal avec l'empathie, avec la présence, avec l'expression du soin, écoutez ce retour. Non pas comme une attaque sur qui vous êtes, mais comme le coaching le plus précieux que vous recevrez jamais. Parce que la capacité d'être émotionnellement présent avec un autre être humain n'est pas une faiblesse. C'est une forme de maîtrise. C'est genuinement difficile pour la plupart des personnes très performantes. Et le fait que ce soit difficile ne signifie pas que cela ne vaut pas le travail. Le quatrième regret, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Celui-ci prend un poids particulier à mesure que nous avançons dans nos 60 ans. L'architecture d'une vie a tendance à disperser les personnes qui y comptent. Les carrières nous emmènent dans des directions différentes. Les enfants consomment des années d'énergie. Et les amitiés qui, contrairement aux relations familiales, n'ont pas d'infrastructure obligatoire. Les maintenant ensemble, les amitiés se flétrissent silencieusement à moins d'être activement entretenues. L'éloignement lent d'une amitié est l'une des pertes les plus invisibles de la vie humaine, parce que cela ne ressemble pas à une perte quand cela se produit. Cela ressemble simplement à de l'occupation. Comme la priorisation tout à fait raisonnable d'une demande immédiate sur une connexion non urgente. Et puis un jour vous levez les yeux et réalisez que quelqu'un qui vous connaissait autrefois plus profondément que presque n'importe qui ressemble maintenant à un étranger, et aucun de vous n'est tout à fait sûr de comment c'est arrivé. L'antidote à cela est ce que j'appellerais l'intentionnalité structurelle. Il ne suffit pas d'avoir l'intention de rester connecté. Les intentions sans structure ne sont que des vœux. Ce qui fonctionne, c'est la même chose qui fonctionne dans les affaires, créer l'architecture qui rend le comportement automatique. Faire du rassemblement, de la connexion régulière, du point de contact récurrent, en faire un système plutôt qu'une résolution. Parce que les résolutions s'estompent et les systèmes persistent. Les traditions survivent au changement d'humeur et de circonstances d'une façon que les plans ne font pas. Le cinquième regret, j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Et celui-ci, je pense, est le plus philosophiquement intéressant. Parce qu'il implique quelque chose que la plupart d'entre nous résistent, que le bonheur n'est pas un produit des circonstances. Ce n'est pas une récompense pour des réalisations suffisantes. Ce n'est pas quelque chose qui arrive après que la bonne combinaison de sécurité financière et de conditions de vie a été assemblée. C'est, au contraire, quelque chose de beaucoup plus intérieur et beaucoup plus disponible que cela. Il y a une perspective dans la philosophie contemplative que j'ai trouvée genuinement utile, qui est que la capacité de bonheur n'est pas quelque chose que vous devez trouver, construire ou gagner. C'est quelque chose vers lequel vous devez vous désapprendre. Les enfants l'ont naturellement. L'accumulation d'anxiété, d'ambition, de comparaison et d'investissement identitaire la recouvre progressivement. Le travail n'est pas d'en ajouter davantage par-dessus. Le travail est d'enlever ce qui la recouvre. Cela a des implications pratiques.
Si vous êtes quelqu'un qui trouve difficile de simplement être en paix, si la tranquillité d'un après-midi libre produit de l'inconfort plutôt que du plaisir, si vous avez toujours besoin d'un projet ou d'un problème à résoudre ou d'un objectif à poursuivre pour vous sentir vous-même, cela vaut la peine d'y prêter attention. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mal dans l'ambition, mais parce qu'une vie qui ne peut produire de contentement qu'à travers des réalisations externes constantes a une vulnérabilité significative intégrée. Parce que les réalisations externes finissent par plafonner. Les affaires cessent d'arriver avec la même fréquence. Les projets se réduisent. Et ce avec quoi vous vous retrouvez, en l'absence de la capacité de trouver une vraie paix dans des moments ordinaires, est un silence très inconfortable. Maintenant, je veux rassembler tout cela en quelque chose de pratique, parce que je pense que les personnes de notre génération les plus à risque ne sont pas celles qui ont échoué financièrement. Les échecs financiers sont visibles et douloureux, mais ils portent en eux une clarté de rétroaction qui force l'ajustement. Les personnes les plus à risque sont celles qui ont réussi financièrement, dont les vies extérieures ressemblent exactement à ce que le succès est censé ressembler et qui commencent seulement à réaliser, quelque part dans leur début à milieu de la soixantaine, que la définition du succès avec laquelle elles opéraient depuis 40 ans manquait plusieurs de ses dimensions les plus importantes. L'argent est réel. Les fondations financières qui protègent nos familles et préservent nos options en vieillissant, celles-ci sont réelles et elles importent, et quiconque vous dit le contraire n'a pas connu la vraie précarité financière. Mais l'argent est le sol. Ce n'est pas le plafond. Ce n'est pas le sens. Ce sont les conditions dans lesquelles le sens devient possible. Et le sens lui-même doit être construit délibérément, avec la même intelligence, la même discipline et la même réflexion à long terme que vous avez appliquée à tout le reste que vous avez construit dans votre vie.